Bon, bonjour. On va commencer cette session matinale. Merci à vous tous de s'être levés si tôt. Alors d'abord une annonce concernant les beaufs. Donc il reste, comme vous l'avez pu voir sur l'écran tout à l'heure, il reste 3 créneaux pour demain soir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous paraissent intéressants, à les proposer. Et pour le faire, il suffit d'envoyer un mail à président avec s@gires.org. Donc on va commencer cette session donc, avec 2 présentations concernant les problèmes d'identité. La première présentation, intitulée « Vers une gestion d'identité modernisée », va être présentée par Pascal Aubry, qui est responsable du pôle proximité à la DSI de l'Université de Rennes 1 et RSSI suppléant. Alors Pascal a longtemps été impliqué dans le projet ESUP-Portail sur les problèmes d'authentification. Il présente le projet de rénovation du système de gestion d'identité de l'Université de Rennes 1, projet qui a démarré en 2012. Alors, cet article a été écrit en collaboration avec Henri Jacob, responsable de l'équipe service numérique de la DSI, Saad Aed Omar, chef de projet, et Serge Aumont, qui est RSSI de Rennes 1. Voilà, donc Pascal, je te laisse la parole. Merci Claude. Alors un petit avertissement avant de commencer, si vous êtes venu voir une gestion d'identité moderne, c'est pas ici, cet exposé s'intitule « Vers une gestion d'identité moderne », donc c'est quelque chose qui est essentiellement en travaux. On va néanmoins essayer de voir quelques concepts intéressants. Le plan de la présentation sera le suivant. D'abord, on va regarder ce qu'on a actuellement, et on a appelé ça auto-flagellation parce que j'ai moi-même participé à la création de notre système actuel de gestion d'identité. Ensuite, je vous lirai quelques réflexions sur les objectifs qu'on a pour la rénovation de notre système. Et puis, très brièvement, sur la dernière diapositive, je vous dirai où on en est de l'action. Alors, vous savez qu'une des difficultés de GIRES, c'est de bien choisir sa présentation. Donc d'abord, un petit quiz pour savoir si vous êtes bien concerné par ce que je vais vous dire. Est-ce que chez vous, dans votre université, dans votre labo, est-ce que la création des comptes informatiques est réalisée par votre service informatique? Avec 2 questions sous-jacentes. La première, c'est est-ce que c'est bien le rôle de la DSI de faire ça? Et puis en ce qui concerne l'allocation des privilèges aux utilisateurs, est-ce que c'est bien la DSI qui est à même de juger de la pertinence des services auxquels auront accès les utilisateurs? Est-ce que lorsque on alloue un identifiant à un utilisateur, on lui alloue automatiquement un répertoire d'accueil, une boîte à lettres électronique, le droit de se connecter au poste de travail de l'université? Est-ce que l'accès à vos applications sensibles, financières, budgétaires, sécurité, la mise en ligne des notes des étudiants, est-ce que c'est protégé par une authentification de type SSO, par exemple CAS aujourd'hui? Lorsqu'un utilisateur change de statut ou bien quitte l'université, est-ce qu'il y a besoin d'une intervention manuelle pour lui supprimer ses droits au niveau du système d'information? Dit autrement, est-ce que vous avez déjà pensé au déprovisioning? Est-ce que ça vous parle? Enfin, une dernière question, est-ce que c'est le mot de passe chez vous qui est utilisé pour se connecter au réseau, en Wi-Fi, en filaire, pour accéder à sa boîte à lettres de messagerie et pour accéder à l'ENT? Avec évidemment la question suivante qui est, est-ce que vous êtes sûr de tous les périphériques de type Bring Your Own Device qui stockent ce mot de passe? Voilà, si vous avez répondu oui à une de ces questions, alors probablement vous serez concerné par cette présentation. Sinon, il y a d'autres présentations très très bien. Alors un petit schéma, c'est petit, je sais, c'est juste pour montrer que le système c'est complexe, la gestion d'identité. On s'appuie sur des bases institutionnelles, donc qui figurent en haut du schéma à gauche. On a des interfaces web en général pour gérer ces choses-là. Dans le système actuel, ce qu'il faut bien voir, c'est la petite boîte orange qui est au milieu, qui est notre annuaire LDAP. C'est un annuaire LDAP global qu'on appelle, et c'est notre référentiel. Clairement, on utilise LDAP comme une base de données. Et puis à partir de ce LDAP, on va
dériver plusieurs back-ends utilisateurs, des URL d'app pour s'authentifier, pour faire du contrôle d'accès aux applications. On a des interfaces de type CAS, SHIB, qui permettent de faire de l'authentification web. On a des liens vers la messagerie, vers le stockage. Bon. À gauche, la situation actuelle. À droite, la cible. Il y a deux choses essentiellement qui ont changé. Outre le fait que notre schéma cible est plus riche, va permettre de dériver des annuaires AD, par exemple, les deux choses qui ont changé principalement sont les suivantes. 1. L'annuaire LDAP n'est plus le pivot du système. On n'utilise plus LDAP comme une base de données, on utilise une vraie base de données, un référentiel. Et puis, l'autre chose essentielle qui change se trouve au niveau des acteurs qui sont tout en haut du schéma. À gauche, la DSI intervient fortement dans la gestion d'identité, notamment pour créer ce qu'on appelle des comptes banalisés, on en parlera juste après. Dans notre schéma cible, la DSI n'intervient plus dans la gestion d'identité. Le rôle de la DSI, c'est de mettre en place, de maintenir, de faire évoluer un système de gestion d'identité, mais pas de gérer les identités. Alors c'est un petit peu difficile de critiquer un schéma qui a été fait par des collègues, j'y ai un peu participé. Néanmoins, si on n'est pas critique suffisamment sur ce qu'on a actuellement, on n'arrivera pas à trouver ce qui ne va pas et à s'améliorer. Alors, notre système actuel, nous l'avons jugé clairement dépassé sur au moins 3 plans. Le premier plan, c'est le plan fonctionnel, des choses qu'on ne sait pas faire, des coûts de gestion qui ne sont pas en relation avec les moyens qu'a aujourd'hui la DSI pour travailler. Au niveau sécurité, il y a des mesures élémentaires de PSSI qu'on n'arrive pas à mettre en place à cause de notre système de gestion d'identité. Et puis au niveau technique, on a des coûts d'évolution qui sont extrêmement élevés et qui nous pénalisent. Alors parmi les choses sur le plan fonctionnel, de nouvelles populations sont apparues il y a quelques années. Lorsque le système actuel, qu'on appelle Sésame, a été mis en place, on avait essentiellement des étudiants et puis des personnels. Les étudiants dans Apogée, les personnels dans Arpège, et puis des moulinettes de synchronisation qui allaient mettre des choses dans le LDAP. Voilà. Il se trouve que, de manière progressive, de nouvelles populations sont apparues. Alors les anciens étudiants, par exemple, ceux qu'on appelle les diplômés, aussi les retraités. On a des utilisateurs de bibliothèques qui ne sont pas des utilisateurs de RENA, ni étudiants, ni personnels, mais qui sont dans notre SI, par exemple, pour se connecter au poste de travail des bibliothèques. Et puis des intervenants extérieurs, par exemple, qui n'ont rien du tout à voir à l'université, sinon l'implication dans des projets ou des choses comme ça. Pratiquement, comment est-ce qu'on gère ces nouvelles populations ? Bien, quelque chose qui est pratiqué assez souvent, c'est d'ajouter, par exemple, les personnels extérieurs dans les bases institutionnelles. Les gens qui connaissent un peu Arpège savent qu'on a des hébergés dans Arpège et que là-dedans, on met à peu près n'importe quoi, n'importe comment. Bon, c'est à peu près ce qu'on fait de mieux. Parce que dans la pratique, ce qu'on voit également très souvent, c'est une utilisation sauvage des outils du cloud sans aucun rapport finalement avec notre système d'information. Des nouvelles populations, mais aussi des nouveaux usages. Alors par exemple, on observe la forte poussée des réseaux sociaux. Clairement, les gens qui connaissent un peu les étudiants savent que les étudiants en général ne lisent pas leur boîte à lettres institutionnelle. Ils en ont d'autres auxquelles ils sont beaucoup plus attachés. La sécurité de leur boîte à lettres, c'est un concept assez lointain. Par contre, leur compte Facebook, ils font attention en général, parce qu'ils savent que là, ça peut être dommageable pour eux. Bref, typiquement, l'adresse électronique des étudiants, c'est plus la preuve tangible de leur identité. En fait, ce qu'on a besoin aujourd'hui, clairement, c'est de s'ouvrir, d'ouvrir nos systèmes d'information vers ces prestataires d'identité externes à l'université. Notre credo, c'est qu'on peut le faire, qu'on peut avoir un vrai gain fonctionnel, sans pour autant perdre quoi que ce soit au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, nos bases institutionnelles sont gérées par les acteurs fonctionnels de l'université, ce qui est très bien. Apogée, c'est plutôt les scolarités, les responsables de formation. En ce qui concerne Arpège, les personnels, c'est plutôt la DRH, on va dire, les responsables administratifs. Mais tout le reste, aujourd'hui, est traité à la marge. Alors je vous ai dit, comment on pouvait pour des personnels les mettre dans
dans Arpège sous un mode hébergé pas très très clair. On a d'autres besoins, par exemple des comptes d'étudiants banalisés pour faire des formations ponctuelles, pour des gens qui ne sont pas forcément déclarés dans Apogée. On a aussi pas mal de comptes fonctionnels à l'université, le compte direction d'une composante, par exemple, secrétariat, responsable d'une formation. On peut aussi avoir des comptes spécifiques à la recherche. Bref, tout ça, c'est traité à la marge. Alors, chez nous, on a une base de comptes banalisés, typiquement, qu'on appelle la 4S, pour quatrième source. Bon, le problème, surtout, c'est que c'est traité par la DSI, aujourd'hui. Et ça, c'est un problème, parce que ça a un coût exorbitant pour la DSI. En plus, quand on regarde ça avec un œil un petit peu moderne, on se rend compte que ça a des petits relents d'informatique gourou des années 70, où parce qu'on appelle ça compte informatique, pas forcément, il faut que ce soit fait par les informaticiens. Aujourd'hui, on n'en est plus là, heureusement. Ça, c'est quelque chose qui revient constamment dans l'observation de notre système actuel. C'est la tradition orale. Alors, il y a un proverbe africain qui dit que quand un vieillard meurt, il y a une bibliothèque qui brûle. Nous, on observait que quand un ingénieur part en retraite, des fois, on ne sait plus pourquoi on faisait les choses comme ça. On ne sait plus pourquoi on oblige à avoir des consignes de sécurité faites de cette manière-là. Il y a une règle, par exemple, qui dit qu'à l'université, quand un personnel est là 3 jours, il doit être enregistré dans Arpège. Ça, c'est un truc, c'est juste de la tradition orale, en fait. Jamais on a trouvé une délibération de conseil de l'université qui impose ça, un compte-rendu, voilà. On est tout dans la tradition orale, et ça, c'est un vrai problème, parce que lorsqu'on veut opposer des règles aux utilisateurs, si on n'a pas formalisé très clairement nos processus métiers, on est complètement dans le flou. Voilà. Bon, quand on connaît en plus le turnover sur nos DSI aujourd'hui, la tradition orale, elle trouve clairement ses limites. Du point de vue de la sécurité, on peut la juger aujourd'hui comme approximative. Il y a des choses, mais qu'est-ce qui a changé pour qu'elle soit aujourd'hui considérée comme approximative? Avant, c'était assez simple, en fait, un CRI. En fait, on avait une palette assez simple de services, qui étaient essentiellement des ressources, d'ailleurs. Un répertoire d'accueil, du stockage, une boîte à lettres électronique. On pouvait se connecter sur les postes de travail. Bon, c'était essentiellement des ressources, centres de ressources informatiques. Bon, depuis, on a les environnements numériques de travail, notamment, qui sont arrivés, beaucoup d'applications métiers. Et aujourd'hui, on a une palette de services qui est extrêmement complexe. Quand on veut la présenter à nos utilisateurs, c'est extrêmement complexe. Et le problème par rapport à ces services, c'est que l'attribution de droits dans ces services est directement liée à l'attribution d'un compte. Grosso modo, aujourd'hui, on crée un compte, et puis automatiquement, le compte, il a accès à tous les services. Alors bien sûr, il y a une gestion microscopique ou nanoscopique qui est faite des droits d'accès au niveau même des applications, mais au niveau global, on sent bien que dès qu'on a un compte, on a accès à plein de choses. On manque clairement de souplesse, en fait, dans l'allocation des droits d'accès aux services lorsqu'on crée des comptes ou lorsqu'on modifie leur profil. Et ça a des conséquences qui peuvent être non négligeables sur la sécurité de notre système d'information. Ça fait pile poil 10 ans qu'avec Vincent Mathieu et Julien Marchal, on présentait à je ne sais plus où, à Lille ou à Marseille, c'était en 2003, c'était Lille, CAS. À l'époque, il y avait 2 universités qui l'utilisaient, c'était Rennes 1 et Nancy 2. Depuis, ça a bien progressé, puisque CAS est un peu partout. Et il faut bien reconnaître que c'est assez sympa, le single sign-on. C'est confortable pour l'utilisateur, un compte, un mot de passe unique. Ça permet, du point de vue du RSSI, de mettre en œuvre des mesures de sécurité de manière assez simple. Si vous voulez bloquer un compte, vous bloquez un seul compte. Si vous voulez forcer le changement de mot de passe, on peut faire des choses de manière centralisée, c'est assez sympa. Et puis, il faut bien reconnaître que ça a une conséquence qui n'est pas négligeable, c'est qu'on n'a plus tous ces post-it qu'on trouvait sur les écrans des utilisateurs avec leur mot de passe d'accès aux différents services. Néanmoins, quand on regarde ça 10 ans après, on se rend compte que le bilan de Single Sign-On est assez mitigé, pour une raison essentielle, c'est que, pour le coup, parce qu'on n'a plus qu'un compte et un mot de passe, la compromission de ce mot de passe
est d'autant plus dommageable. C'est-à-dire que si on se fait griller son mot de passe sur un service, on va pouvoir gagner l'accès à tous les autres services. C'est que des banalités que je vous dis ce matin. Le problème, c'est que si vous utilisez ce même mot de passe pour l'authentification sur des services sensibles, ça peut devenir même grave de se faire ficher, par exemple, son mot de passe. On est en général assez bon, on peut le dire, quand on veut allouer des privilèges aux utilisateurs. Et forcément, c'est par nécessité, parce que tant que les utilisateurs n'ont pas les privilèges qui leur permettent de bosser, ils viennent réclamer, et donc très rapidement, on converge vers une situation où les utilisateurs ont les bons droits dans le système d'information pour pouvoir travailler. Le problème, c'est quand ils partent, ou bien même quand ils changent de statut. Lorsqu'on leur a alloué des privilèges correspondant à leur statut dans le système d'information et que ce statut change, cette suppression des privilèges, elle est clairement délaissée. Et il n'y a pas besoin de faire un grand discours pour vous montrer que ça peut avoir des conséquences graves sur la sécurité. Et puis, dernier point sur la sécurité, vous savez que c'est une obligation légale d'imputer les actions de nos utilisateurs à une personne physique. Ça peut être, par exemple, en interne sur un conseil de discipline, où on nous demande de dire qui était derrière la machine à ce moment-là. Ça peut être aussi pour des causes externes, par exemple des réquisitions judiciaires. Je pense que tous les RSSI ont déjà vu arriver dans leur bureau un truc qui leur dit qui avait cette IP-là, tel jour, à telle heure. Voilà, on est obligé d'imputer les actions. Et clairement, l'utilisation à outrance de ces comptes banalisés pour remplir des besoins qui ne sont pas dans notre système d'information fait que l'on manque clairement de traçabilité parfois pour imputer les actions. Sur le plan technique, c'est un système qui date d'il y a une bonne dizaine d'années. L'évolution et la maintenance de notre système, c'est quelque chose de très difficile et très coûteux surtout, pour une raison notamment, c'est qu'il y a de nombreuses technologies qui ont été utilisées au fil du temps. Et pour une autre raison aussi, c'est que très souvent, c'est au sein même des processus de transformation des données qu'on a codé les règles métiers. En fait, typiquement, la règle dont je vous parlais tout à l'heure de déversement dans notre annuaire LDAP au bout de 3 jours, elle est codée assez profond dans les briques logicielles et ça nous fait une énorme adhérence entre tout ça. Et vous savez qu'en termes de génie logiciel, l'adhérence, c'est jamais très bon pour évoluer. Mais on a du mal à faire évoluer notre système, grosso modo. Puis je vais arrêter de me fouetter sur ce transparent-là. Notre architecture est obsolète. On a une séparation qui est très insuffisante entre la manière dont on s'authentifie et les autorisations qu'on a sur les services. Pratiquement, pour ces comptes banalisés là, dont on parle, ils sont alloués par la DSI. On a une petite délégation quand même aujourd'hui avec un outil qui s'appelle Grouper, un outil fait par Internet 2, qu'on utilise de plus en plus, notamment parce qu'il va nous permettre de faire du déprovisionning automatique. Il y a des raisons techniques qui font qu'on n'a pas les outils pour pouvoir faire mieux. Il y a aussi des raisons humaines, c'est que pendant longtemps, on a considéré que ça faisait partie du boulot de la DSI. Aujourd'hui, qu'on n'a plus forcément les moyens de le faire, on se rend compte que ça ne fait plus partie de notre métier. En fait, pour parler autrement, on manque de délégation. On en parle juste après de la délégation. Et puis on manque de réactivité, parce que c'est un système qu'on n'a pas fait suffisamment évoluer. On a des durées de propagation, des modifications dans notre système d'information qui sont difficilement explicables aux utilisateurs, qui sont habitués maintenant à voir des choses très très réactives à l'extérieur. Typiquement, c'est pas facile d'expliquer à un utilisateur que oui, on vient de te mettre dans Arpège, mais ton compte, tu peux pas l'utiliser tout de suite parce que la moulinette elle passe tous les 4 heures. Enfin, on peut plus dire ça aux utilisateurs, c'est sûr. Voilà, fin de l'autoflagellation. Maintenant, les objectifs. Une fois qu'on a fait un constat qui peut paraître accablant, après, c'est un système qui marche quand même, il ne faut pas tout voir en noir.
on peut se donner des objectifs sur ce que sera notre futur système de gestion d'identité. Un point assez important, c'est qu'on veut que notre système d'identité soit ouvert. C'est-à-dire, clairement, aller voir ce qui se passe à l'extérieur. L'idée, c'est que les comptes, à terme, seront créés par les utilisateurs eux-mêmes, comme ça se fait déjà dans d'autres plateformes. À partir d'une adresse électronique chez Yahoo, chez Google, à partir de leur identifiant Facebook, très cher à nos étudiants, un ID Twitter, un OpenID, pourquoi pas. L'idée, c'est que ces comptes seront créés dans le système d'information, mais n'auront par défaut aucun privilège, ne permettront d'accéder à aucun service. Pour pouvoir accéder à un service, il faudra vérifier cette identité. Alors il y a deux étapes de vérification de cette identité. D'abord, la vérification de l'identité informatique, l'existence de l'identifiant. Je ne vais même pas en parler, c'est une phase technique peu intéressante qui permet par exemple de vérifier qu'en envoyant un secret à un email, que derrière l'email c'est bien l'autre, il nous retransmet le secret, ok. Le compte là, c'est bien l'adresse électronique chez Yahoo. Le problème, c'est surtout de vérifier la personne, c'est-à-dire d'associer un identifiant du système d'information à une personne physique. Et ça, c'est pas du tout technique, en fait, c'est organisationnel, c'est savoir si pour un étudiant il y a besoin d'un face-à-face, ou bien est-ce qu'on peut se fier à l'adresse électronique qui a déjà été vérifiée dans APB, admission post-bac par exemple. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place au niveau simplement organisationnel. Clairement, un des objectifs, c'est la délégation au plus près. Alors ça demande clairement une amélioration de nos processus métiers, surtout au niveau de l'enregistrement des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus, va falloir avoir un minimum d'assurance pour savoir que quelqu'un dont OpenID c'est ça, c'est bien l'enseignant qui est là et qui vient d'être recruté et puis qui avait déjà un compte qui s'était créé avant. Cette délégation au plus près, c'est une délégation des tâches administratives de la gestion de l'identité. C'est ce qu'on ne veut plus faire, clairement. À qui ? Aux acteurs fonctionnels de l'université. Alors, est-ce que c'est les scolarités, les responsables de formation, les responsables administratifs ? En tout cas, c'est au plus près des utilisateurs finaux que sont les étudiants, les personnels. Et clairement, l'objectif là-dessus, c'est de diminuer la charge de la DSI sur un boulot, en plus, qui est souvent, franchement, inintéressant. L'idée, c'est simplement de se recentrer sur notre cœur de métier. Notre boulot, c'est de gérer le système, c'est pas de l'utiliser. Nous aurons dans notre futur système d'identité une authentification forte, notamment pour l'accès aux services sensibles. Comment déterminer les services qui sont sensibles ? C'est l'analyse de risque de SSI, en se disant quelles sont les conséquences essentiellement financières, juridiques sur l'université. Et en fonction de ces conséquences, ça nous permet de classer assez vite les services. Dans cet esprit-là, le SSO CAS qu'on a aidé à diffuser et à faire utiliser aux universités apparaît clairement comme un point faible. Il va falloir qu'on évolue vers un système d'authentification à plusieurs niveaux d'assurance. Alors comment est-ce que ça se fera ? Est-ce que ça se fera sur du certificat X509 ? Si Serge n'a pas fini de brûler les IGC, peut-être. De l'OTP, on verra comment est-ce qu'on les génère. Est-ce que ce sera du double facteur avec un code secret envoyé par téléphone, par texto, comme ça se fait déjà la plupart du temps chez les banques ? Bon, ça on verra. Il s'agit juste là de se mettre en conformité avec les exigences réglementaires en vigueur. Pour l'accès à des applications sensibles, ça paraît un minimum. Toute l'évolution de notre système réclame une forte maîtrise de nos processus métiers. Je parlais de la tradition orale, c'est fini la tradition orale. Il va falloir que tous ces trucs-là ils soient marqués noir sur blanc. En particulier, en ce qui concerne le déprovisionning. Il faut absolument lier l'utilisation des ressources, les droits d'accès aux services, au statut des utilisateurs dans le système d'information. Alors on a commencé à le faire en utilisant de manière systématique Grouper pour la gestion des autorisations. Pourquoi ? Parce que si on peuple automatiquement des groupes d'autorisation
avec Grouper à partir de ce qui est dans le système d'information, on va avoir de manière automatique le déprovisionning. Maintenant, la maîtrise des processus métiers, ce n'est pas une problématique seulement technique, c'est surtout une problématique organisationnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir y passer du temps, certainement, sensibiliser les acteurs fonctionnels, les responsables administratifs qui vont créer des comptes dans notre système, à des problématiques de sécurité, leur dire en quoi la possession d'un compte informatique peut être une atteinte à notre système d'information. Il va falloir les sensibiliser, les former. Et puis parce que tout ne pourra pas être fait de manière automatique, dans Grouper par exemple, on ne peut pas envisager une bonne maîtrise de tout ça sans avoir un contrôle continu de ce qu'on appelle la qualité des données. Vous avez tous, je suis sûr, dans votre système d'information, des gens, par exemple, du CNRS enregistrés dans votre arpège et qui ont une date de validité de leur compte à 2199, parce qu'au moins celui qui est enregistré, c'est qu'il sera en retraite quand ça arrivera à échéance. Voilà, ça c'est de la qualité de données, tout simplement. Sur le plan purement technique, on ne peut pas envisager de système de gestion d'identité sûr si on ne le maîtrise pas technologiquement. On a un système qui a dérivé un petit peu ces dernières années. Il faut se donner comme objectif la simplicité de la maintenance pour garantir son évolution, parce que les règles métiers vont changer forcément. Et si on veut un système pérenne, l'orientation que nous avons choisie, c'est d'utiliser de manière uniforme sur tout le système de gestion d'identité des standards et des technos les plus ouvertes possibles. Et puis notre système, il doit être évolutif, évidemment, il doit être ouvert, parce qu'on est dans un contexte politique sur Rennes aujourd'hui qui est celui de la fusion entre nos deux universités, qui est plus ou moins annoncé pour 2016, on va le savoir très très vite en mars. Bon, c'est pas très grave, ça. On est déjà habitué à l'ouverture de notre système d'information, puisqu'on héberge aujourd'hui le système d'information de deux autres établissements, qui sont l'école de chimie de Rennes et puis l'IEP, Sciences Po Rennes. Tout ça, c'est hébergé dans notre récit. Là-dessus, on peut être assez confiant. Néanmoins, cette ouverture nécessaire de notre système d'information, ce sera un critère fondamental pour le choix des outils et des technologies. Il faut qu'on puisse accueillir d'autres systèmes d'information dans le nôtre, donc avoir une nature multi-établissement native. Et puis parce qu'on n'est pas les rois du pétrole, peut-être qu'on accueillera d'autres systèmes d'information, peut-être qu'un jour on sera amené à intégrer notre système d'information dans un autre système d'information déjà existant. Donc il faudra être ouvert pour ça. Je vais passer vite là-dessus. Il reviendra si vous voulez après pendant les questions. On arrive à la dernière partie de cet exposé sur les choix techniques. Quelques mots sur ce qui est en train de se passer par Henri et puis Saad qui mettent en œuvre ce projet, qui en sont à un stade, on va dire, avancé de maquettage. On aimerait être un petit peu plus loin, mais on a eu des contraintes indépendantes de notre volonté, comme on dit, qui fait qu'on n'a pas pu avancer plus vite. Les pistes qu'on a explorées, c'est de s'appuyer sur des outils d'un petit peu plus haut niveau que ce qu'on a aujourd'hui, qui sont des moulinettes assez basiques écrites en Java. On s'est intéressé de très très près à un ETL qui est Talend, pour tout ce qui est provisioning. C'est quelque chose qui sait assez bien faire, aller chercher des données quelque part, les transformer, les mettre autre part. On a regardé d'assez près aussi un outil libre qui s'appelle ActiveMQ, qui permet de séquencer les différentes opérations à l'aide de fils de messages. Grouper, évidemment, fait partie des choses qu'on a regardées. Et puis on a mis un peu de couche Java autour de tout ça. Ça nous a moyennement plu, en fait. On a orienté nos recherches vers d'autres choses ensuite. On a plus regardé ce qui se faisait au niveau des frameworks spécialisés pour ça, pour avoir quelque chose qui puisse orchestrer ça de manière globale. Finalement, on est arrivé à un outil qui s'appelle OpenIDM, qui est un framework spécialisé dans la gestion d'identité,
qui va intégrer par exemple des choses qui vont nous permettre de mettre en place des politiques concernant les mots de passe, tout ça, faire de la transformation de données, alimenter des annuaires LDAP, des annuaires Active Directory, faire beaucoup de choses. Et donc on est parti sur cet outil-là pour la réalisation. Et puis après, on va avoir notre processus de migration. C'est une grande inconnue, hein. Je pense que ça ferait peur à n'importe qui. C'est comment est-ce qu'on va passer notre système d'identité actuel à notre futur système d'identité. Grande inconnue et contrainte externe forte. On est en ce moment en train de migrer toute notre TOIP. La TOIP, c'est bien articulé dans le système d'information. En parallèle, on est en train de migrer notre messagerie. Et puis, on a ce contexte politique de fusion REN 1, REN 2 qui va avoir des conséquences probablement sur nos processus. Avec, vous vous en doutez, une contrainte extrêmement forte, c'est celle de continuité de service. On peut, je pense, arrêter le téléphone 2 jours dans une université. On ne peut pas arrêter de se connecter au poste pendant 2 jours, c'est juste impossible. Voilà, j'espère qu'à Girez, en 2015, on sera capable de vous présenter quelque chose de bien, qu'on aura bien avancé techniquement sur le projet. Ça nous laissera quelques mois pour écrire le prochain article, puisque la date de recette prévue, c'est la fin de l'année 2014. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Pascal. Donc on a le temps maintenant, puisque tu as même fini en avance, un petit peu en avance. On a le temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vas-y Louis. Alors pour les questions, je vous demande de vous lever et puis de vous présenter succinctement. Oui, juste Louis Di Benedetto, donc RSSI du CNRS. Une petite question, précision plutôt, sur la façon de gérer les identités externes. En fait, au niveau des concepts, qu'est-ce que vous mettez derrière, en fait? Gérer l'identité, c'est quoi exactement? C'est un identifiant externe qui est utilisé, c'est un moyen d'authentification. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Alors, pratiquement, c'est associer un compte de l'établissement à un compte externe, c'est-à-dire faire une relation quelque part entre les deux pour dire que ce compte, en fait, c'est le même que le Facebook qui est là-bas. Au niveau de l'authentification, on sait qu'on peut s'appuyer sur des systèmes d'authentification. Les réseaux sociaux utilisent souvent des choses comme OAuth ou des choses comme ça. On sait qu'on peut authentifier sans forcément passer par un mot de passe institutionnel. Ce n'est pas ce qui est prévu dans un premier temps. C'est-à-dire que juste ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire l'association entre les deux. Peut-être que sur des services peu sensibles, on peut concevoir d'utiliser l'authentification des prestataires externes. Sur des services sensibles, on aura des choses qui seront locales, par exemple du double facteur quand on l'aura mis en place. Question ? Bonjour, Nicolas Romero, Pôle Identité et Éducation nationale. Alors moi j'ai une remarque, une observation plutôt, une question. La première observation, c'est, mais vous l'avez assez bien dit pendant la présentation, à mon avis, la vraie problématique dans ce genre de travaux, c'est une problématique organisationnelle, parce que techniquement, on a plein de choses pour faire ce qu'on veut. Notamment par exemple pour ce qui est de l'éducation nationale, on distribue par exemple des comptes aux parents et c'est très compliqué de trouver le bon curseur entre comment est-ce que je vérifie que la personne qui va utiliser le compte est bien le parent de l'élève et trouver quelque chose qui est très simple pour le parent parce que sinon il ne s'en sert pas. Donc ça c'est pour l'observation. La question elle est pour le coup plus technique. Vous avez parlé d'OpenIDM, mais ça m'intéresse. Je voudrais savoir si vous regardez aussi les autres composants qui vont avec OpenIDM, OpenAM et OpenDJ pour la gestion des habilitations, et puis le multiprotocole aussi, et puis OpenDJ pour ce qui est de l'annuaire.
Merci. Alors effectivement, OpenIDM arrive avec quelques briques en plus qui montrent bien que c'est un framework qui est spécialisé dans cette gestion d'identité. Il y en a un qu'on a commencé à regarder un peu plus en détail, c'est OpenAM, donc le Authorization Manager. Après, je pense qu'on n'est pas assez avancé pour dire si on pourra simplement s'appuyer dessus ou pas. Voilà. Donc réponse en 2015. Désolé. Il n'y a plus de micro. Ah, ça y est. Oui, j'aurais juste une petite question, parce que ce genre de projet, donc c'est démarré en 2012, c'est ça? Ça comporte effectivement beaucoup d'aspects essentiellement organisationnels, des problèmes de migration, les produits, mais aussi technologiques, parce que les produits tels OpenIDM, tels les choix pour l'authentification renforcée, l'authentification forte, ça demande des évaluations pour vérifier aussi bien que les aspects sécurité collent, que les aspects urbanisation sont là, etc. Donc ça demande énormément de travail. Je veux dire, comment vous allez organiser ça pour que vous puissiez aboutir en 2014 à Rennes? Est-ce qu'il y a une volonté, est-ce que vous avez réussi à avoir la volonté, enfin je veux dire, au niveau politique, au niveau direction, est-ce qu'il y a une réelle volonté pour mettre ça en priorité suffisante pour que ça puisse avancer? Non. Merci. Je pense qu'on se heurte tous à la même problématique, c'est que je disais tout à l'heure qu'il y avait un petit peu d'informatique gourou qui avait confisqué la gestion des comptes informatiques par les informaticiens. Il faut bien voir aussi qu'en général, ça n'intéresse pas nos gouvernances. Enfin, la problématique, elle est très souvent considérée comme une problématique d'informaticiens, alors que pas du tout, en fait. Donc, c'est clair qu'on a un énorme travail à faire pour replacer la gouvernance de nos établissements en position de maîtrise d'ouvrage sur ces projets-là. C'est clair que c'est peut-être le plus gros obstacle, c'est d'arriver à impliquer nos gouvernants sur ces projets-là. On essaie de sensibiliser. Je pense que tant qu'on n'a pas commencé des actions fortes auprès des responsables administratifs, par exemple, je pense que c'est très difficile de sensibiliser nos acteurs fonctionnels là-dessus. Et ça fait partie de notre boulot aussi de le faire. Ouais, mais on sait que ça ne va pas être évident, cette partie-là. Tout ce qui est technique, c'est facile, en fait. Une question tout en haut. Bonjour, Arnaud Devalois, IRD. Je voulais que vous précisiez un peu ce que vous entendiez par système ouvert. Est-ce que c'est pouvoir s'authentifier facilement sur d'autres systèmes, ou auquel cas ce serait un peu de la fédération d'identité, ou carrément plus d'intégration? En fait, je parlais de système ouvert à un moment de la présentation par rapport à la nature multi-établissement de notre système. C'est-à-dire qu'on doit être capable d'accueillir des populations, par exemple, les gens qui sont à l'école de chimie sont gérés dans un arpège et un apogée qu'on héberge nous, sont déversés dans notre système d'information. Néanmoins, on a un cloisonnement qui fait qu'ils ont accès à des ressources différentes pour l'instant. C'est dans ce sens-là que je parlais d'ouverture. Après, je ne sais pas trop votre question, ce qu'elle recoupait. C'était plus pour voir si c'était lié à la fédération de l'identité, donc plus multi-établissement. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé du tout de la fédération d'identité dans l'exposé. Nous utilisons évidemment énormément la fédération d'identité avec ses limitations. C'est-à-dire que la fédération d'identité va nous permettre de faire des choses au niveau de l'accès aux applications web. Et c'est tout. Et aujourd'hui, on veut prendre en compte l'accès à toutes nos ressources, tous nos services. Parmi les services, il y a l'espace de stockage, c'est pas du web, l'accès à la boîte à lettres, l'accès au réseau, simplement, l'accès filaire. On s'appuiera plutôt sur des choses comme Eduroam. Mais tout ça, c'est en dehors du web. Et donc c'est pour ça que la fédération d'identité n'est pas forcément une réponse adaptée à notre problématique d'accueillir dans notre SI des intervenants extérieurs.
peut imaginer que ici on a du Roam, tout le monde fait partie de la communauté, ça se passe plutôt bien au niveau de l'accès réseau. On accueille souvent à l'université des congrès où les gens ne sont pas forcément de la communauté enseignement supérieur recherche, et on est bien embêté aujourd'hui pour leur donner un accès réseau, simplement. Alors on passe par une boîte avec un portail captif et des comptes invités, mais c'est pas très sérieux pour imputer les actions ensuite, hein, on le sait bien. Donc, ce qu'on voudrait, c'est leur créer un compte dans notre système d'information, par exemple, et faire en sorte que ces gens-là n'aient accès qu'à une ressource, qui est l'accès au réseau Wi-Fi, par exemple. Voilà. Une autre question? Bonjour, Laurent Pilet des CIUPP. Vous avez dit que l'annuaire n'était plus votre pivot, mais une base de données. Vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Ouais, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir utilisé LDAP comme une base de données. En fait, aujourd'hui, notre référentiel utilisateur, c'est le LDAP. Si on perd le LDAP, on perd à peu près tout. Alors, on déverse des bases institutionnelles des choses dans notre annuaire LDAP, et à partir de cet annuaire LDAP, on fait d'autres choses vers d'autres back-ends. Mais c'est vraiment notre pivot, le LDAP. Ce qu'on voudrait, c'est qu'à terme, la place du LDAP soit celle que LDAP mérite. Ce n'est pas une base de données, c'est plutôt un annuaire, un LDAP, et qui soit placé au même rang que d'autres choses. Au même rang qu'un autre annuaire comme Active Directory, par exemple, et puis peut-être d'autres choses qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui, mais qui pourront apparaître demain, et que le pilote de tous ces frontaux-là, ce soit quelque chose qui soit un peu plus central et qui se présente sous la forme d'une vraie base de données, parce qu'en plus, des fois, on fait mal à nos annuaires LDAP en les prenant pour des bases de données, donc que ce soit une vraie base de données, et qu'à partir de cette base de données-là, on puisse dériver d'autres choses. C'est ça l'idée. Pouvez-vous vous lever pour... Merci. Bonjour, Sandrine Touardi, Université de Toulon. OpenID est capable d'alimenter LDAP et Active Directory? Alors OpenIDM Oui. OpenIDM, effectivement, est capable à des choses qui nativement lui permettent d'alimenter des annuaires. Côté LDAP, ça a été bien testé, ça marche vraiment bien, quoi. Le provisioning, des provisionnings, ça se passe bien. Côté AD, on n'a pas fini de maqueter. Il y en a qui l'utilisent, donc on peut supposer qu'on peut faire exactement la même chose. La limitation, c'est qu'on pourra probablement, à partir de notre référentiel, reconstruire complètement un annuaire LDAP from scratch à partir d'OpenIDM. On sait déjà que pour Active Directory, ce sera un petit peu plus dur, parce que, alors, c'est juste au niveau des champs, de l'indexation des annuaires, que c'est fait différemment en fait. Un annuaire OpenLDAP, on va pouvoir déduire des UID d'une politique ou les avoir stockés déjà dans le référentiel, reverser ça dans le LDAP. En gros, on enlève l'annuaire LDAP, on le reconstruit pareil. Pour AD, il semble que ce soit un peu plus difficile. Je ne suis pas spécialiste AD, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des identifiants qui n'étaient pas faciles à recréer. Comme ça, il y a des histoires de fantômes qui se trimballent. Enfin, on est dans un monde que je ne connais pas assez pour en parler, mais visiblement, c'est moins simple de reconstruire un annuaire AD. Mais par contre, quand l'annuaire AD est là, on peut l'alimenter sans problème et faire disparaître des gens, les faire réapparaître, etc. Oui, visiblement, il y a des choses déjà câblées là-dedans dans OpenIDM. Réponse en 2015, pareil. Peut-être. On a le temps encore pour une question ou deux. T'as vu, j'ai fini à l'heure, Claude. Très bien. Bon, on va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à Pascal. Merci.